Bonjour Eddy Plenel. Bonjour. Vous êtes bien sûr le cofondateur de Mediapart, journaliste dont la voix porte loin. L'innocence est révolue, c'est ce que titre Libé aujourd'hui. On va parler dans quelques instants de votre livre, Eddy Plenel, Palestine, notre blessure. Et c'est important de vous entendre sur ce sujet. Là, c'est l'Ukraine. Emmanuel Macron appelle à un effort européen, un retour de la grande Europe, d'une certaine façon, sur la question de la menace russe et de l'abandon de l'Amérique, qui n'est plus là, dit-il. Les deux sujets sont liés. L'Ukraine, la Palestine et Gaza. Il y a un événement qui n'a pas du tout été souligné. Il y a 10 jours de cela, aux Nations Unies, la Russie et les États-Unis ont voté ensemble contre une résolution de soutien à l'Ukraine et de défense de son intégrité territoriale. Qui, en dehors de la Corée du Nord et du Nicaragua, a voté contre cette solidarité avec l'Ukraine aux Nations Unies? Israël. Pourquoi je dis que tout ça est lié? C'est ce temps perdu pour défendre de façon intraitable le droit international sans être aveugle. La situation que nous vivons, et je vais revenir sur les propos de M. Macron, la situation que nous vivons met dans une sidération totale les deux campismes. Il y a deux campismes, deux aveuglements. Il y a les aveuglements de ceux par anti-impérialisme, diabolisation traditionnelle des États-Unis d'Amérique, qui étaient indulgents à l'égard de Moscou, à l'égard de Poutine, et on l'a vu de manière dramatique à propos de la Syrie, y compris dans la gauche française. Et puis, il y a un autre campisme, c'est celui qui idéalise les États-Unis comme le monde libre et qui ne voyait que la menace russe, au point de soutenir inconditionnellement M. Netanyahou dans sa guerre de vengeance avec ses crimes de guerre, ses crimes contre l'humanité à Gaza. Aujourd'hui, ces deux mondes-là sont sidérés. Car qu'est-ce que nous avons sous les yeux, que nous étions certains à annoncer? Un nouveau pacte, non pas germano-soviétique, mais américano-russe. Le pacte des oligarques, le pacte Trump-Poutine, le pacte d'un capitalisme mafieux à la face du monde. Alors, ce qu'a dit M. Macron hier, c'est à la fois trop tard et trop peu. Pourquoi trop tard? Parce que nous avons été pusillanimes vis-à-vis de l'Ukraine. On s'est dit, les États-Unis vont faire le boulot. Du coup, nous, on n'a pas mis le paquet. Car en l'occurrence, je suis désolé, il ne s'agit pas d'une guerre comme les autres, il s'agit d'une agression. Il y a un peuple souverain qui est agressé par un impérialisme, un peuple européen. Nous devons être à ses côtés. Et il fallait mobiliser la société, mobiliser toutes les forces vives de notre pays, pas seulement les questions militaires, en solidarité avec l'Ukraine, comme en solidarité avec d'autres peuples opprimés, d'où la question de refuser le double standard du droit international. Et il fallait, du coup, aider l'Ukraine, dans les premiers temps, à gagner la bataille. Et l'aider militairement beaucoup plus au tout début. Car M. Poutine, il a eu le temps. Il a la chair à canon pour lui. Il a la dictature. Il prend les prisonniers dans les prisons. Il a la Corée du Nord et l'Iran et la Chine derrière. Donc il a eu du temps pour tenir son front alors qu'il reculait, alors qu'il y avait eu ce sursaut ukrainien. Ce que vous dites, c'est qu'au fond, on a perdu la guerre déjà. Vous dites l'Europe, la France... Trop tard, trop tard. Quand je dis trop tard, sur le front, regardez-le. Rappelez-vous, M. Macron, qu'est-ce qu'il fait? Preuve qu'il n'avait pas pris la mesure de ce qu'était le régime Poutine. Ah, je vais aller m'expliquer avec Poutine. Vous vous souvenez? C'est l'histoire de la grande table. Je vais aller le convaincre. Alors que le régime Poutine était déjà un régime criminel, était déjà une menace, pas seulement pour son propre peuple, mais pour les libertés du monde. C'était déjà un régime impérialiste avec un mélange d'héritage du stalinisme et du tsarisme, reconstitué l'empire soviéto-russe. Je vous ai dit trop tard, et maintenant je dis aussi trop peu. Le discours de M. Macron ne parle que d'une menace existentielle qui est la menace russe. Mais je suis désolé, cette menace, elle est imbriquée à une autre. Et cette autre, elle est une menace intérieure. M. Poutine, c'est M. Trump. M. Poutine et M. Trump, c'est l'extrême droite européenne. C'est Orban, c'est nos extrêmes droites, c'est celles qui se sont réunies à Madrid récemment avec l'extrême droite française pour dire « Make Europe
Great Again, similaire au MAGA, au Make America Great Again. On a entendu le président de la République à la fin de son intervention parler justement de cette liberté, de cette démocratie en danger, de cette liberté d'expression qui, dit-il, il faut protéger. On voit bien qu'il y a ça aussi. Il y a des principes et des libertés à protéger, mais dans ce cas-là, il faut être totalement lucide sur la menace qui est face à nous. On ne peut pas dire ça et en même temps faire la courte échelle à l'extrême droite en France. C'est ce que fait Emmanuel Macron. C'est ce que fait M. Retailleau, c'est ce que fait M. Darmanin. L'obsession de l'étranger, l'obsession de l'immigré, tout cela est chez nous. Il y a aujourd'hui une droite trumpisée dans notre pays. Une droite qui parle comme l'extrême droite, qui a le même agenda que l'extrême droite, qui trouve que M. Elon Musk est un type formidable alors qu'il fait des saluts nazis le jour de l'intronisation de monsieur Trump. Qu'est-ce que je veux vous dire ? Je veux vous dire que, et après on va parler des solutions concrètes, il faut prendre la mesure de la bascule du monde, qui n'est pas du 20 janvier. Il dit c'est une nouvelle ère, Emmanuel Macron. Ce sont les mots qu'il emploie. Mais elle était là avant. Le projet 2025 de M. Trump, nous l'avions sous les yeux. L'extrême droite autour de M. Trump, nous l'avions sous les yeux. Ce que je veux dire, c'est que ces gens ne se sont pas mis en ordre de bataille à temps. Aujourd'hui, il faut non pas rentrer dans une surenchère militaire, il faut tout de suite arriver à protéger l'Ukraine, à défendre l'Ukraine. Une des solutions pragmatiques aujourd'hui serait une solution à ce qui s'est passé dans la guerre de Corée au début des années 50. À un moment, geler les fronts. Geler les fronts. Immobiliser les fronts. Ce qui veut dire, dans ce contexte, mettre le paquet avec des forces européennes dans un cadre international garanti par les Nations Unies qui empêchent tout mouvement nouveau de la part de la puissance russe. Mais ça, c'est ce que propose Emmanuel Macron, l'éventuel envoi de forces européennes, une fois que la paix aura été signée. Moi, je ne juge pas a priori. Si les gens bougent, c'est tant mieux. Ce que je dis juste, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a une menace russe, il y a une menace américaine. Elles sont imbriquées l'une et l'autre. On ne peut pas se mobiliser contre Poutine et penser qu'on va se mettre d'accord avec Trump. Trump est un adversaire aujourd'hui. Ce n'est pas un allié. Pas l'équivalent de Poutine. Pourquoi pas l'équivalent ? Trump, vous le mettez au même niveau ? Bien sûr, bien sûr. Il s'attaque aux libertés américaines. Il interdit des mots. Il interdit qu'on parle des questions de genre. Il coupe toute aide internationale. Il refuse tout droit international. Il agresse des alliés. Il veut prendre le Groenland au Danemark. Il veut faire du Canada un 51e État. Il nie le droit international. Ce qui est bon, ce qui est juste, c'est ce qui est bon pour mon peuple. C'est le même discours qu'Hitler. Donc vous dites, au fond, la solution ne peut pas être militaire. Mais la solution... Là, c'est ce que Emmanuel Macron a appelé un effort énorme, y compris l'Europe, qui propose 800 milliards d'investissements dans l'industrie d'armement. La solution, c'est de prendre conscience aujourd'hui que nous devons nous sauver nous-mêmes. Ça veut dire qu'il y a une opportunité. Et l'opportunité, c'est de sortir, je vous ai parlé des illusions campistes, de penser qu'il y a un camp du bien d'un camp ou de l'autre. Nous avons aujourd'hui un adversaire global qui est américano-russe. Les États-Unis d'Amérique, par la force du présidentialisme et du pouvoir exécutif, sont basculés du côté obscur de la force. L'Empire contre-attaque, comme on dirait dans Star Wars. Et l'Empire a des nazis autour de lui. Je suis désolé, mais M. Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, il parle comme un nazi. Monsieur Trump dit, je vous reprends cette formule, ce qui est juste, ce qui est légitime, c'est ce qui est bon pour mon peuple. Il incarne l'illimitisme. Il n'y a pas de limite à ma puissance, à mon désir de puissance, pas de limite à l'extractivisme des richesses et du vivant, le pétrole, le gaz, pas de limite à la prédation, y compris sur les corps. Et nul hasard si ces pouvoirs, le pouvoir de M. Trump et le pouvoir de M. Poutine ont en commun ce masculinisme, cette obsession des questions de genre, ce combat contre les droits des femmes et des minorités LGBT. Tout cela est en commun. Il faut prendre la mesure. Le monde n'est pas
pas celui où nous serions, nous, l'Europe, face à une menace seule qui serait la Russie poutinienne. Nous sommes face à une menace globale qui est, dans le moment de crise de nos sociétés, l'avènement de notre ennemi de toujours à l'échelle internationale, les ennemis de l'égalité naturelle, les ennemis de l'égalité des droits. C'est pour ça que j'insiste sur l'idée qu'il faut tenir tous les bouts. Quand je vous dis qu'il y a trop tard, ce qui s'est passé depuis 1 an et demi a aussi ruiné la parole de l'Europe à l'échelle du monde. Je vous l'ai dit déjà dans une émission ici même, on ne pouvait pas soutenir aveuglément M. Netanyahou, c'était faire le jeu de Vladimir Poutine. On ne peut pas défendre le droit international dans un cas et ne pas le défendre dans l'autre. Qu'a fait M. Trump parmi ses toutes premières décisions? Il a décidé de criminaliser la Cour pénale internationale, d'interdire aux États-Unis l'entrée aux États-Unis d'Amérique des magistrats de la Cour pénale internationale. Qui ont condamné Benjamin Netanyahou. Les deux. Oui. Poutine et Binyamin Netanyahou sont tous les deux sur le coup de mandat d'arrêt de la CPI. Et que fait M. Trump, qui du coup est payé de retour? Ils votent ensemble. Israël, la Russie, Netanyahou, Trump, Poutine ont voté ensemble contre la solidarité avec l'Ukraine. Pourquoi je termine juste. Le nouveau futur Premier ministre allemand, le chancelier allemand des conservateurs, a compris à un moment il va falloir s'en sortir sans les États-Unis. Mais 2 jours après, il dit « Monsieur Netanyahou est le bienvenu ». Monsieur Netanyahou qui est sur le coup de poursuite de la Cour pénale internationale. Comment peut-on défendre nos principes s'ils sont à géométrie variable? Il n'y a qu'une seule boussole aujourd'hui, Patrick Simonin, il n'y a qu'une seule boussole. C'est l'égalité des droits, le droit international et je dirais l'internationalisme, la solidarité avec les peuples. La particularité de Mediapart, et ça a dérangé parfois certains de nos lecteurs, c'est que nous, on a tenu tous les bouts. On n'a pas été aveugle au sort de l'Ukraine, aux crimes de guerre commis contre la Russie. On a encore récemment raconté les tortures que subissent les prisonniers ukrainiens. Car c'est une dictature, Monsieur Poutine. Ce n'est pas un régime Emmanuel comme les Macron autres. dit qui peut croire que la Russie de Poutine va s'arrêter à l'Ukraine? Vous êtes d'accord avec ça? C'est bien qu'ils le disent, mais il a cru qu'il allait s'arrêter quand il a cru qu'il allait pouvoir lui parler il y a 3 ans. Nous, on savait déjà qu'il ne s'arrêterait pas. Nous, on a écrit à l'époque que c'est un régime criminel, que c'est un régime mafieux. Tant mieux qu'il y vienne, mais dans ce cas-là, qu'il tienne tous les bouts. Il ne peut pas mobiliser notre pays contre la menace russe sans parler aussi franchement de la menace trumpiste. Et il ne peut pas défendre le droit international sur l'Ukraine sans défendre de façon totalement intransigeante le droit international sur la question de Palestine. Oui, alors justement, Edith Plenel, vous publiez Palestine, notre blessure, aux éditions de la Découverte. On va en parler, c'est un livre, ce sont des articles depuis la création de Mediapart. Vous avez écrit sur ce conflit qui, dites-vous, n'a pas commencé le 7 octobre 2023. Mais au fond, derrière ça, il y a l'actualité, il y a Trump, là, qui propose finalement de sortir les Palestiniens de la bande de Gaza sans retour, dit-il. Et là, il y a un message très fort qui vient d'être lancé. Il dit au Hamas et il dit au peuple de Gaza, si vous ne libérez pas les otages, ce sera un enfer, vous êtes morts. C'est ce qu'a dit Donald Trump. On entre dans une escalade, la trêve va s'achever. Trump parle comme un cow-boy de western. Il est à l'image et il pousse jusqu'au bout toute la partie de violence qu'il y a au cœur de l'histoire américaine. L'histoire américaine s'est bâtie sur l'extermination d'un peuple, les Indiens d'Amérique. Elle s'est bâtie sur l'esclavage et cette violence n'est pas dénouée. Elle est là et elle ressort avec Trump. Le langage que tient Trump sur Gaza est un langage criminel. C'est un langage de bandits. C'est un langage de voyous. Il appelle à un nettoyage ethnique, à la disparition d'un peuple. J'ai écrit qu'en fait, le point commun de tous ceux qui sont autour de M. Trump, et y compris biographiquement pour certains d'entre eux, des milliardaires qui sont autour de lui, qui viennent d'Afrique du Sud, c'est l'empire de l'apartheid. Leur imaginaire, c'est celui de l'apartheid. Le refus du mélange, le refus de la citoyenneté, quelle que soit l'origine,
l'identité fermée, l'identité close, l'identité qui rejette l'autre. Il va jusqu'à la langue, puisqu'il a décidé qu'il n'y avait qu'une seule langue aux États-Unis d'Amérique, qui est l'anglais, et non pas les autres langues que parlent tous ceux qui viennent dans un pays d'immigration. La Palestine, et c'est ce que j'écris dans le texte inédit qui accompagne ces textes, les 11 textes qui sont rassemblés là depuis 2009 montrent la constance de Mediapart sur ces questions. Et l'introduction, qui est intitulée « Une cause universelle », dit pourquoi la Palestine est aujourd'hui un caillou dans la chaussure du monde. Elle pose, à l'échelle du monde, depuis 1948, la question de l'égalité des droits, à l'échelle des nations, à l'échelle des peuples. Nous, l'Europe, avons jeté comme un manteau de poussière notre propre crime, le crime de génocide, la destruction des Juifs d'Europe, sur le dos d'un autre peuple qui n'y était pour rien, les Palestiniens. Et depuis, nous avons laissé ce poison continuer à créer son effet désastreux et aggravé depuis 1967, depuis qu'Israël a gardé les territoires conquis après la guerre des 6 jours, y compris Gaza, qui est sur son contrôle, et la Cisjordanie. Et ce poison qui est au cœur de notre actualité, y compris de nos débats français, c'est que la question de Palestine fait vivre une très très longue durée de l'histoire européenne, qui est à la base de comment l'Europe a construit sa richesse, le colonialisme. Elle actualise cette question que nous devons regarder en face, le colonialisme. Cette question qu'on a essayé de dénouer, mais imparfaitement, en proclamant la Déclaration universelle des droits de l'homme. Un peuple qui en colonise un autre ne saurait être libre. Un peuple qui prétend être la civilisation et les autres sont des barbares, eh bien, ce qui arrive, et Aimé Césaire l'a écrit en son temps, devient lui-même un barbare. Il se barbarise, il commet des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, voire des crimes de génocide. C'est ce que Césaire écrivait très bien dans son discours sur le colonialisme. C'est quoi le fascisme? C'est quoi le nazisme? C'est quoi Hitler? Hitler, c'est un impérialisme colonial qui fait retour sur l'Europe. Il est le produit de notre histoire, Hitler. Il ne nous est pas étranger. Il est le produit de notre longue projection où on s'est dit qu'il y avait des peuples supérieurs à d'autres et que si on est un peuple supérieur, on a le droit de massacrer, on a le droit de conquérir, on a le droit de s'approprier, on a le droit de détruire, on a le droit, au fond, de piétiner, de saccager l'humanité. Et ce qu'a fait Hitler à l'échelle de l'Europe contre les peuples européens, c'était le retour, comme on dirait le retour à l'envoyeur, de notre propre démesure. Et vous voyez bien que mon propos est lié à aujourd'hui. Trump ne nous est pas étranger. Et vous m'avez posé la question tout à l'heure. Au fond, combattre Trump aujourd'hui, c'est convoquer un imaginaire différent. Et c'est là où je me différencie de M. Macron. Make America Great Again, ce mot de great, grandeur. Il y a une catastrophe de la grandeur. Ce n'est pas avec la grandeur qu'on s'en sortira. Oui. Mais Emmanuel Macron veut peut-être faire Make Europe Great Again. Je vous rappelle que c'était le mot d'ordre de l'extrême droite à Madrid. C'était leur mot d'ordre il y a quelques semaines. Donc, si on parle le même langage qu'eux, on leur fait la courte échelle. Non, le bon langage, c'est celui de la fragilité du monde, de la précaution. C'est celui de la compréhension que les humanités sont en relation et qu'il n'y a pas justement de puissance supérieure à d'autres. La vraie puissance, c'est celle qui comprend cette fragilité. Vous voyez, c'est pourquoi il y a toujours ce souvenir, et qui explique sa popularité actuelle, du discours de Dominique de Villepin contre la démesure américaine en 2003, car c'est là que commence cette histoire, cette démesure des deux côtés. Eh bien, parce que Villepin, à ce moment-là, dit « Je parle depuis un vieux pays ». D'un vieux continent. Sous-entendu, d'un pays couturé de blessures, d'un continent qui sait les fautes qu'il a commises, donc d'un pays et d'un continent qui sont modestes à l'égard du monde, qui ont compris, car ce n'est pas de la repentance, c'est de la lucidité, qui ont compris que leur démesure, je reprends cette formule, la catastrophe de la grandeur, cette démesure où nous nous projetons sur le monde, sur les autres, sur d'autres peuples, sur d'autres territoires, sur d'autres cultures, sur d'autres civilisations, sur d'autres économies, sur d'autres richesses, en pensant que nous avons un droit supérieur, eh bien cela mène à une catastrophe qui finit
aussi par emporter toute l'humanité, y compris la nôtre. Mais le plan arabe, concrètement, 5 ans pour reconstruire Gaza, qui a été proposé en mettant le Hamas à l'écart, qui a été rejeté par les États-Unis et Israël. C'est une solution, c'est une possibilité. De toute façon, le crime oral de la Riviera et de la Côte d'Azur a fait long feu, puisque, il faut le souligner, car il y a des peuples derrière les dirigeants. Un roi et un président, le roi de Jordanie, le président d'Égypte, 2 pays, notamment l'Égypte, qui sont sous perfusion financière américaine, ont dit non. Ils ont dit non à ce que M. Trump voulait, c'est-à-dire évacuer, chasser les Palestiniens de leur propre terre. Donc du coup, hop, c'est tombé. Les pays arabes se mobilisent. Non, ils font semblant de se mobiliser. C'est ça qui est terrible dans le sort des Palestiniens, et c'est pour ça qu'il faut, comme pour les Ukrainiens, être aux côtés des peuples. Ce sont les peuples qui doivent nous déterminer, pas les dirigeants. Oui. L'autorité palestinienne est totalement corrompue et elle est totalement discréditée, de la même manière que le Hamas est pour moi moralement discrédité par le crime du 7 octobre par les massacres. Vous dites bien dans ce livre, bien sûr. Le 7 octobre, bien sûr. Les enlèvements, les viols, les massacres. Et vous dites, au fond, ça a sidéré, ça a empêché de lire l'histoire. Bien sûr, ça a créé un sentiment de menace existentielle en Israël. C'est un crime de guerre. La fin ne justifie pas les moyens, y compris quand notre cause est juste, et d'autant plus si notre cause est juste, si c'est celle d'une résistance contre une oppression, ce sont les moyens qui déterminent les fins. C'est une grande leçon qu'a donnée au monde Nelson Mandela. Il faut être très fort. Que fait Nelson Mandela? Il a le courage de libérer son oppresseur. Il a le courage de libérer le peuple qui a été celui de l'apartheid, de se dire « je ne vais pas les rejeter, je ne vais pas les demander de partir, je ne vais pas les chasser, je vais construire la nation arc-en-ciel avec elle ». C'est pour ça que dans l'introduction qui est dédiée à Elias Sambar et à Leila Chaïd, 2 belles personnes de la cause palestinienne qui tiennent tous les bouts. Ancienne déléguée de l'autorité palestinienne en France. Et ancien ambassadeur de la Palestine à l'UNESCO. Et c'est ce que raconte toute la poésie de Mahmoud Darwish. C'est justement, je ne vais pas me sauver ma vie, ma peau, mon peuple, en annihilant l'autre. Je vais au contraire, et c'est ça la force de l'émancipation, je vais montrer qu'en me mobilisant contre l'oppression que je subis, je vais aussi libérer ceux et celles qui sont embarqués dans mon oppression. Donc l'acte de guerre commis par le Hamas et ses alliés le 7 octobre ruine cela, car la pédagogie qu'il fait, c'est dire un civil israélien est un criminel. Les kibboutz où il y avait des gens qui étaient pour la paix, ce sont des criminels, j'ai le droit de les tuer et de les massacrer. Ce n'est pas des militaires, ce n'est pas un objectif de guerre. Donc j'ai tenu cette ligne depuis le début. Ce qu'il me faut, évidemment, des attaques des 2 côtés. Oui. J'ai des attaques de l'extrême droite ou de la droite pro-israélienne aveugle. Je rappelle qu'aujourd'hui, hélas, il y a une extrême droite en Israël. L'origine ne protège de rien. Il y a des racistes en Israël, il y a des suprémacistes juifs en Israël, qui ont donc le soutien de nos extrêmes droites racistes, antisémites, qui veulent bien que tous les juifs se retrouvent ensemble en Israël, mais qui sont antisémites ici et qui soutiennent Israël. Donc je suis attaqué de ce côté-là, et puis je suis attaqué des autres qui me traitent de sioniste de gauche. Peu importe, je prendrai ça comme un compliment. Je vais vous citer Nadège Abomajoli, qui est une députée LFI de cette vice-présidente de l'Assemblée nationale. Vice-présidente de l'Assemblée nationale, qui appelle à boycotter votre livre. Voilà le livre, c'est votre livre, Edwy Plenel. Car, dit-elle, vous avez participé, je la cite, à la diffamation de ceux et celles qui dénonçaient les crimes de guerre pour avoir dénoncé, entre guillemets, c'est vous qui auriez dit ça, l'antisémitisme contextuel, populiste et électoraliste utilisé par certains membres de LFI. Et elle conclut, si quelqu'un vous offre ce livre, eh bien, ne le revendez pas, c'est de l'argent sale. Voilà ce que dit cette députée de la France Insoumise contre vous, Edwy Plenel. La gauche est mal parti avec des gens comme ça. Et je dis juste à celles et ceux qui nous écoutent qu'il s'agit de la parole de quelqu'un qui a
le parcours d'une sorte de mercenaire de la politique. Je rappelle que cette députée zélée LFI était auparavant porte-parole du Parti socialiste, nommée par Jean-Christophe Cambadéliste, adversaire des frondeurs sous la présidence de François Hollande, avant de se réveiller tardivement. Il y a des itinéraires opportunistes et il y a le zèle des convertis qui, du coup, sont encore plus sectaires. Mais elle vous reproche d'accuser certains de flirter avec l'antisémitisme à la France insoumise. Elle nous reproche de dire la vérité. La vérité, c'est que Mediapart, encore une fois, n'a pas du tout fait d'accusation globale. Simplement, nous avons en effet tenu tous les bouts. Et quand il y a eu des formulations ambiguës, des formulations traînant un imaginaire, j'allais dire parfois, de vieil anti-judaïsme chrétien, ne comprenant rien à ce qu'est l'antisémitisme sur ce continent, eh bien, nous l'avons souligné. Pour moi, il ne faut pas barguigner sur la question de l'antisémitisme, surtout en Europe. Car barguigner sur l'antisémitisme en Europe, c'est comme massacrer un cimetière. Nous sommes dans le pays où s'est commis le crime immense, imprescriptible contre les Juifs. Et c'est un crime européen. Et j'ai toujours dit que l'antisémitisme, et tous les antiracistes doivent le comprendre, est au cœur du racisme. Ce n'est pas un racisme parmi d'autres. Dans notre histoire, y compris sur des millénaires, puisqu'il a la vieille histoire de l'antijudaïsme chrétien au départ, l'antisémitisme, c'est la haine de l'autre en nous. C'est pour ça qu'il charrie aussi tout un imaginaire complotiste. C'est pour ça que dans notre époque de troubles, il rôde. Car c'est une façon où on cherche absolument à traquer la différence en nous-mêmes. Il y a ça chez certains LFI, chez certains de la France insoumise. Il y a ça à gauche comme à droite. L'antisémitisme, encore une fois, vous savez, l'antisémitisme et le racisme, j'allais dire, c'est comme les violences sexistes et sexuelles. L'origine ne protège de rien. On doit veiller contre nous-mêmes. Il y a des préjugés qui nous accompagnent. C'est une question d'éducation politique, de compréhension. Et puis, c'est une question aussi d'universalisme. Vous savez, je crois aujourd'hui que l'internationalisme, l'universalisme sont des boussoles. Cela veut dire d'abord veiller au sort des peuples, penser qu'il y a des peuples, qu'il y a des humanités. Et je suis désolé, la cause palestinienne est pour moi une cause totalement juste, et je n'ai jamais varié là-dessus, mais il y a un peuple en Israël, et on doit aussi lui parler. Et il y a, je les cite dans ce livre, j'ai des camarades en Israël qui, depuis toujours, n'ont jamais varié contre la colonisation, pour soit un État binational, soit les deux États plus tard, et qui ont toujours été contre cette extrême droite, celle qui a assassiné Rabin. Donc, la ligne de crête des principes est plus que jamais essentielle. Et cette médiocrité, car tout cela est médiocre, n'est pas à la hauteur de notre époque. Je voudrais dire ça à toutes les gauches. Pas seulement la gauche sur laquelle vous m'interrogez, mais aussi la gauche qui prétend qu'elle est irréconciliable avec ces gauches-là. Tout le monde, aujourd'hui, prend conscience de la catastrophe. J'ai écrit, il y a de cela des années, que la catastrophe n'est pas à venir, elle est déjà là. Je fais partie des moins surpris. Je fais partie de ceux qui sonnent le tocsin un peu dans le vide depuis des années. Mais aujourd'hui, que vous prenez conscience que la catastrophe, ce n'est pas minuit moins le quart, c'est minuit moins 2. L'élection présidentielle peut survenir en France et nul doute que Trump, Poutine mettront le paquet pour que l'extrême droite soit au pouvoir ici même très vite et brutalise tous les principes démocratiques et sociaux, humanistes de notre République. Et bien dans ce cas-là, les querelles, les sectarismes, les divisions, les polémiques deviennent dérisoires. Oui. Il faut être à la hauteur de la situation. Et là, il y a des gens, je suis désolé, c'est le citoyen qui parle. Je me dis, mais dites-moi, où est le grand meeting? Où est le grand meeting, le grand rassemblement organisé par l'ensemble des forces de gauche, politiques, associatives, syndicales, dans notre pays, en France, aujourd'hui? Ni Trump, ni Poutine pour la justice et le droit international. Ni Trump, ni Poutine. Et j'entends là à gauche des appels à la paix. Qu'est-ce que ça veut dire un appel à la paix? Alors qu'il y a un peuple qui, si on le laisse tomber, je parle du peuple ukrainien, Poutine continuera son agression contre d'autres, la Moldavie, puis ensuite les pays baltes et d'autres. Et il y a un autre peuple, le peuple palestinien,
qu'on doit soutenir en même temps qu'on soutient l'autre. Ces questions-là, ni Trump ni Poutine. Et vous voyez, on a eu, quand je dis qu'il y a eu du temps perdu, car un événement est survenu quand même, la chute d'une des pires dictatures du monde, la dictature des Assad en Syrie. Le temps perdu. Le temps perdu. Quelle a été notre solidarité avec le peuple syrien ? Nous avons laissé M. Poutine venir au secours de cette dictature, l'une des plus barbares. Et quelle est, dans le débat public aujourd'hui, la mesure de l'indifférence à l'égard de ce peuple qui finalement fait un sursaut. Il fait un sursaut à sa façon, avec des parcours improbables d'anciens djihadistes, al-qaïdistes qui ont fait leur chemin et qui veulent donc, voilà, sauver leur peuple d'une des pires dictatures. Et vous voyez, la boussole, c'est les peuples. Nous n'avons pas été suffisamment au rendez-vous des peuples arabes et du peuple syrien. Nous n'avons pas été suffisamment aux côtés du peuple ukrainien. Et encore une fois, être solidaire du peuple palestinien suppose d'être solidaire de tout cela. Oui. En même temps. Mais beaucoup de violence dans le débat politique. Je voudrais vous citer Rima Hassan, dont on parle de la déchéance de nationalité pour ses propos sur le Hamas. Il y a l'imam Chalgoumi, qui est favorable à cette déchéance de nationalité. Elle lui a répondu, elle a invité les musulmans de France à dégager l'imam Chalgoumi. Donc, on est dans des propos d'une extrême violence. Comment on fait face à ça ? C'est le poison que l'extrême droite, qui est au cœur de la révolution digitale numérique, donc dans l'empoisonnement médiatique, veut développer. Ce que M. Steve Bannon a appelé « inonder la zone de merde ». Ce que les services russes ont fait en faisant les marques au pochoir pour créer de la peur et de la panique. Mais là, mais c'est bien ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas les imiter, il ne faut pas les suivre. Nous sommes dans un moment où tenir politiquement, c'est tenir esthétiquement. La politique est une esthétique. Il faut de la tenue. Il faut de la dignité. Vitupérer, faire leur jeu. Menacer, même peut-être mettre une cible dans le dos. En rajouter ne sert à rien. Mais cela vaut de tous les côtés. Je voudrais dire à cette occasion, car vous citez ces exemples, mais rendez-vous compte, nous sommes journalistes tous les deux. Un confrère, et Dieu sait si à d'autres moments il n'a pas particulièrement été solidaire de Mediapart, s'est vu banni pour quelques jours d'une antenne de radio privée. RTL, vous parlez de Jean-Michel Apathy. Jean-Michel Apathy, pour avoir simplement fait le propre du métier de journaliste, c'est-à-dire énoncer des vérités de fait. Jean-Michel Apathy a dit une vérité de fait. C'est-à-dire qu'il a dit que la France avait commis en Algérie des dizaines de Radour-sur-Glane, c'est-à-dire les massacres nazis où on avait enfermé femmes et enfants dans une église, on a mis le feu. Et alors ça a provoqué énormément de réactions. Il suffit d'aller sur le site histoirecoloniale.net. Tout cela est rappelé, il suffit de lire toutes sortes d'historiens, Alain Ruscio, dans le passé Pierre Vidal-Naquet, de lire François Maspero sur le général de Saint-Arnaud, lire les actes criminels de ce duc de Turbigo, qui a été une des figures de la conquête de l'Algérie dans la foulée du maréchal Bugeaud. Bien sûr que nous avons commis des Oradour-sur-Glane. Bien sûr que nous avons massacré des villages entiers, femmes, enfants, adultes, vieillards, que nous les avons égorgés. De là à dire que les nazis se sont inspirés des Français. Il n'y a pas besoin qu'ils s'inspirent. Les nazis c'est ce qu'a dit Jean-Michel Apathy. Ce que je veux dire, c'est qu'il est issu du colonialisme, le nazisme. Les principaux acteurs au sein de la Wehrmacht des crimes nazis avaient participé à des crimes coloniaux en Namibie et dans d'autres colonies allemandes en Afrique. Des crimes de guerre, y compris un crime de génocide. Le laboratoire des crimes européens a été la colonisation. Et donc, notre colonisation française s'est accompagnée d'immensément de crimes. Mais vous parlez de l'Algérie, mais c'est le cas des Kanaks. C'est le cas de comment
je raconte dans un autre livre comment je salue toujours Ataï, dont la tête a été rendue, car on gardait les têtes et on coupait les têtes, le chef de la révolte kanak de 1878. Ça a été le cas en Afrique, dans les colonnes qui ont fait la conquête de l'Afrique à la fin du 19e siècle et du 20e siècle. Encore une fois, à partir du moment où vous êtes dans l'idée que vous êtes une civilisation supérieure, vous vous barbarisez. Mais il y a, même sans se tenir à la colonisation moderne, je raconte dans l'introduction de ce livre sur la Palestine, en comparant le mot Palestine au mot Haïti. Dieu sait si les malheurs d'Haïti, y compris sur TV5 Monde, vous en parlez, nous concernent. Vous savez, quand Napoléon, qui est premier consul encore, veut reconquérir Haïti, il envoie une armée, dizaines de milliers d'hommes. Ce sont des militaires avec des officiers formés par la Révolution française. On est en 1801, 1802. Ils ont les idéaux des droits de l'homme. Ils sont pour certains francs-maçons. Et qu'est-ce qu'ils écrivent? Je cite les écrits de Leclerc, qui est un homme humaniste normalement. Il dit « Je suis désolé, mais il n'y a pas d'autre situation que de les exterminer tous au-dessus ». D'abord, il dit de 14 ans, et puis un autre dit au-dessus de 7 ans. Au-dessus de 7 ans, les exterminer tous. Et il prend des chiens mangeurs d'esclaves qu'il prend de Cuba pour aller les tuer. Il va échouer et il va perdre cette guerre. Mais c'est un humaniste, monsieur Leclerc, et il devient un barbare. Donc, la colonisation est au cœur de comment ont pu être commis ces crimes que juridiquement nous avons qualifiés de crimes contre l'humanité. Quand vous voyez les vidéos de ces soldats israéliens qui ont grandi dans une société démocratique, pas pour les Palestiniens, mais pour eux-mêmes, qui ont été à l'université, qui sont cultivés, et toutes les vidéos qui ont documenté comment ils humiliaient, comment ils commettaient des crimes, comment ils tuaient des enfants, tout ça, on l'a eu depuis 1 an et demi. Comment des gens en arrivent à commettre des crimes de guerre par cet engrenage colonial, cet engrenage pas seulement colonial, cet engrenage de l'idée qui est un poison terrifiant, qui est en train de faire retour dans la bouche du discours de M. Trump cette semaine au Congrès. Je vais créer la civilisation la plus puissante et la plus dominante de toute l'histoire de l'humanité. C'est le mot qu'il a dit. Eh bien, ça, c'est un poison mortel. Pas seulement la colonisation. Qu'est-ce que c'est le Rwanda? C'est un peuple, il n'est pas génocidaire par nature, où on met un poison, les Hutus sont supérieurs aux Tutsis, et on le diffuse par des médias. La violence des mots, ça commence par des mots. Radio Mille Collines, ce sont des cafards, on doit les exterminer, ils doivent disparaître, et tout. Et du coup, quelques mois après, en 4 mois, à coups de machette, on va massacrer ses voisins. Nous sommes dans un moment, je le redis très solennellement, où il faut être au-dessus de nous-mêmes. Nous avons rendez-vous avec notre humanité. Nous avons rendez-vous avec notre propre survie, non seulement éthique, non seulement démocratique, mais y compris humaine, car cela nous dévorera tous. Nous avons aujourd'hui la première puissance militaire du monde, associée à une puissance issue, héritière de l'empire tsariste et du totalitarisme stalinien, et d'une dictature, je le redis, mafieuse. La mafia est au cœur du pouvoir de Poutine. Une mafia criminelle où on tue, où on assassine, avec des bandits qui sont au cœur de ce pouvoir. Eh bien, nous avons aujourd'hui cet adversaire. Cet adversaire soutient explicitement les extrêmes droites aujourd'hui dans notre pays. Eh bien, dans ce moment-là, ce n'est pas un homme seul qui nous sauvera. C'est une délibération collective, c'est une mobilisation collective de notre société, c'est la fin des divergences inutiles, des polémiques inutiles, et c'est le moment, pour moi, nous sommes dans un moment comme le Conseil national de la résistance, car c'est la même chose, la nuit gagne, les ombres gagnent. Merci. Edwy Plenel, qui publie Palestine, notre blessure aux éditions La Découverte, était mon invité aujourd'hui. Merci beaucoup, Edwy Plenel.